Alexandre de Limoges, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du One Man Show de Paris qui a découvert Bérengère Krief, Gaspard Proust également, Guillaume Batz pour ne citer que. Ah oui, il y en a eu beaucoup d'autres. C'est l'école du One Man Show, exactement. L'école du One Man Show, merci. Vous gérez également le théâtre Le Bout, parce qu'il faut aller jusqu'au bout dans la vie. Oui, il faut aller au bout dans la vie. Vous avez 30 ans de carrière avec vous. Bah oui, maintenant. En professionnel, oui. Ouais. Donc bref, vous voyez, aujourd'hui, on est face à une pointure. Surtout que toutes ces activités de gestion ne vous empêchent pas de brûler les planches, parce qu'en parallèle à toutes ces activités-là, vous êtes aussi le créateur, une fois de plus, mais aussi l'interprète de la pièce Eiffel, Enfer et Contre tout. Et moi, franchement, la première question qui me vient à l'esprit quand on voit toute la carrière que vous avez et tout ce que vous faites, c'est comment vous est venue cette passion pour le 6e art? Ah, alors en tout cas, pour l'histoire, je pense que, enfin, le 6e art, en tout cas, moi j'ai voulu écrire sur l'histoire parce que je suis passionné d'histoire, comme vous, de toute façon. Et je suis tout ce que vous faites. Je suis un fan, oui. Ah, oh là là là, carrément. Depuis qu'on m'a invité à jouer à Dijon, on m'a envoyé des liens et puis je suis allé voir tout ce que vous faites. Voilà. Et c'est super. C'est vraiment... Ma foi, si ça vous plaît, tant mieux. Mais oui, parce que c'est drôle, c'est vivant. Voilà. Mais c'est exactement ce que j'aime et c'est exactement ce que j'essaye aussi de faire sur scène. Rendre accessible l'histoire. Là, pour le coup, j'ai pu voir un petit peu ce que vous faisiez. J'ai juste pu assister à la fin en attendant de voir l'intégralité ce soir. Et j'ai pu justement voir à quel point, eh bien... on est face justement à une démarche de vulgarisation quand même, de faire en sorte que les gens de n'importe quel âge, de n'importe quelle connaissance, viennent et puissent s'identifier. C'est très important ça, parce que d'abord c'est un personnage, Gustave Eiffel, qui est très méconnu, en général, en France, alors à Dijon aussi, voilà. À l'étranger, pas trop, bizarrement. Mais en tout cas, qui est assez méconnu. Puis du coup, l'idée, c'est que les jeunes générations l'aiment. Et puis, moi, je suis pour le divertissement. Je ne suis pas pour le théâtre un peu poussiéreux ou le théâtre trop classique. Ça m'ennuyait quand j'étais jeune. Et puis donc, voilà, l'idée, c'était de créer un spectacle qui puisse se jouer aussi pour les jeunes, mais donc qui puisse se jouer dans les collèges, suivi d'un petit débat à chaque fois et tout. Donc pour ça, il faut se rendre accessible. Bon, cet après-midi, dans la salle, il y avait une prof d'histoire, par exemple, qui, elle, avait envie que ce soit très réaliste, qui se demandait pourquoi je jouais comme ça, avec autant d'humour, peut-être pourquoi j'avais pas les cheveux blancs et une barbe, voilà. Non, mon idée, c'est pas du tout ça, c'est de vraiment faire revivre à la manière d'aujourd'hui un personnage du passé. Donc on parle aussi avec des mots quotidiens, enfin des mots actuels. Voilà, c'est comme si vraiment on prend le costume de Gustave Eiffel, ses émotions, sa vie, et on devient son avocat. Le comédien devient son avocat. Ça pourrait être joué par une femme. Voilà. L'idée, c'est qu'on y met ses propres émotions pour défendre ce personnage. Alors justement, parmi le milliard de sujets qui serait possible de développer au théâtre, comment Gustave Eiffel en particulier est venu? Alors, il y a eu plusieurs raisons. Mais d'abord, je suis passionné du 19e siècle. Il se trouve que c'est quand même une période qu'on connaît très peu, à l'école en tout cas. Alors vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens qui ont fait ces programmes, mais on passe à peu près d'un Napoléon et on arrive directement à la Première Guerre mondiale. Alors qu'entre-temps, il s'est passé une révolution ouvrière, l'organisation de notre société. C'est à cette époque-là qu'on a dépassé l'Empire romain, quoi. Ah non, mais c'est incroyable. On est encore dedans, en fait. La lutte ouvrier-patron, la technologie. Alors, il y a eu l'ère numérique qui est arrivée depuis, qui est aussi très importante, mais l'ère industrielle, on est encore dedans. On n'a presque rien changé depuis. Si on regarde l'invention des cafés, tout simplement, les cafés où on va tous les jours, c'est le 19e, c'est l'arrivée des ouvriers en ville. Voilà, on est... L'eau courante. Écoutez tout, l'électricité, voilà. Le micro, la caméra, vous voyez. Ah mais absolument, absolument. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on dépasse les Romains, plus de 1000 ans après qu'ils se soient effondrés. Donc on aura mis du temps, mais on aura réussi quand même. Oui. Ça aura pris du temps, mais on aura quand même réussi. Voilà. Et en particulier en France et en Angleterre. Voilà, où là, berceau de la révolution industrielle. Voilà, exactement. Il y a eu une petite guerre entre les deux pays, là, qu'on perçoit bien pendant le spectacle. Mais nous, on a inventé d'autres choses. D'abord, on a eu plein d'expositions universelles. À Paris, il reste encore beaucoup de choses. C'était censé être détruit, mais après, celle de 1900, il reste le pont Alexandre III, les des Invalides, le Grand Palais, il reste pas mal de choses. Et de celle de 1889, il reste surtout
la Tour Eiffel. Mais par exemple, les escalators ont été inventés pour l'exposition universelle de 1900. Ainsi que les trottoirs, trottoirs roulants. Trottoirs roulants. Je dis escalator, mais c'est un trottoir roulant. Mais c'est le même système. Oui, c'est le même Une système. espèce d'écaille On va pas se fatiguer, hein. On se met sur le trottoir et le trottoir nous emmène. Voilà, c'est un principe. Mais ça faisait un boucan dingue, à ce qui paraît. Hein. C'était insupportable. Mais c'est quand même marrant, on peut retrouver sur YouTube des vidéos. Oui, des vidéos, on voit les bourgeois un peu en train de se balader sur c'est très drôle, sur ce trottoir roulant. L'ultime témoignage qu'on a aujourd'hui, c'est le plus beau et également le plus symbolique du savoir-faire français, qui est la tour. Voilà. La tour de 300 mètres. 300 combien exactement? 301, non 300 mètres, c'était 316 je crois après, parce qu'ils ont rajouté des antennes et tout. Elle monte en fait, je crois sans arrêt là. On lui rajoute encore de... Bah oui. C'est comme le Mont Blanc en fait, ça continue de grimper avec le temps. Quoi. Mais avec le réchauffement climatique, comme l'eau va monter, peut-être qu'elle va rétrécir. On ne sait pas. Ça, c'est une problématique, c'est un des défis de notre époque qui a commencé à se lancer justement lors de la révolution industrielle. Voilà, oui. Et que justement aujourd'hui, un défi qu'il nous faut relever aujourd'hui. Mais c'est le mauvais aspect de la révolution industrielle. C'est le mauvais aspect, mais c'est un défi qu'il faut relever, un défi technique. Comme Gustave a su relever le défi technique de construire une tour de 300 mètres, aujourd'hui le défi, on a le défi justement de trouver de nouvelles solutions d'énergie, de choses comme ça. On va peut-être mettre une éolienne au sommet. Hein. Pourquoi pas? Alors elle va faire 500 mètres finalement. On parle d'une époque justement là qui est quand même assez contemporaine, le 19e, hein, c'est quand même assez proche de nous. Et tout à l'heure je disais que c'était l'époque où on dépassait les Romains, mais justement par rapport à ça, vous nous avez dit que justement vers ces époques-là, enfin avant les Romains pour le coup, hein, de l'époque antique, vous allez dans l'avenir comme projet de parler d'un autre personnage historique qui lui pour le coup il se prenait carrément pour un dieu, hein, c'était le fils du soleil. Hein, donc, Voilà, c'est le fils de Dieu, c'est le fils d'Aton, donc le dieu unique qu'il a inventé, on va dire, en tout cas mis en lumière. C'est Akhenaton, donc Aménophis IV, Amenhotep IV. Lui aussi, il avait une tête un peu spéciale. Hein. Alors, il était représenté comme ça. On ne sait pas à quoi il ressemblait. Bon, il avait une maladie qui le déformait un petit peu, mais quand même, c'est l'ensemble de ses sujets et de la famille royale et tout ça qui était représenté comme ça. Donc, on ne peut pas dire que ce soit finalement une représentation réaliste. Alors, la question est, là, on vous voit habillé comme au 19e siècle avec un costume de Gustave Eiffel, avec d'ailleurs une très jolie montre gousset. Oui, je ne suis pas en Akhenaton là. Ben justement, c'est ça la question. Je dis que du coup, Akhenaton, je pense que là... je serais nu, je pense que... Non, ce serait horrible, il n'y aurait pas de spectateurs dans la salle, tout le monde sortirait au pire, au mieux. Va falloir. Non, il y aura une espèce de petite combinaison entre le pagne et la toge romaine, quoi. On va faire une espèce de petite... On va tricher un petit peu. Oui, bien sûr, l'idée c'est toujours d'enfiler un costume pour défendre un personnage. D'accord, parce que là, pour le coup, là, aujourd'hui, après, je crois, 3 ans de travail, vous nous présentez donc Gustave Eiffel, et là... Dans l'avenir, vous nous présenterez Akhenaton. J'espère. Vous l'espérez. Mais c'est Akhenaton. Moi, je vais le présenter. Après, est-ce que je vais vous le présenter à vous et à Dijon? Il va falloir que Michel Bransol déjà crée une association qui s'appelle Akhenaton n'est pas venu à Dijon ou quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas, mais il va falloir être invité au Théâtre des Feuillants ou ailleurs. Akhenaton, oui, ça va être une belle histoire parce que c'est l'inventeur du monothéisme, c'est l'inventeur d'un nouvel art. C'est toujours des grands sujets. C'est toujours des révolutionnaires mécompris. Peut-être que dans l'avenir, parmi les autres personnages que vous allez nous dire, parce que qui sait, là, vous nous dites aujourd'hui Gustave Eiffel, demain peut-être Akhenaton, ne serait-ce pas le départ d'une série de pièces visant à vulgariser les grands révolutionnaires dans différents domaines? C'est mon but, effectivement. C'est un très beau but. Oui. Alors ce sera plus tard Louise Michel, ce sera aussi Walt Disney, voilà, il y en a effectivement plusieurs qui sont, chacun dans leur style, qui sont un peu des révolutionnaires. Ma foi, nous vous souhaitons toute la réussite possible pour ces différents projets, et d'ores et déjà, on peut déjà que vous dire bravo pour la pièce Eiffel, Enfer et contre tout, une pièce primée au Festival d'Avignon, s'il vous plaît. Hein. Meilleur auteur, Festival d'Avignon 2018, voyez, donc s'il vous plaît. C'est pour ça que on n'a pas besoin de vous le dire, mais on vous le dit quand même une fois de plus, merde, voilà, hein, pour la suite de vos projets. Je prends. On ne dit pas merci pour merde, on ne dit jamais merci, pardon de vous couper, hein, Thibaut, mais vous savez d'où vient l'origine de merde? Évidemment. Allez-y. Alors, petite anecdote bonus. En fait, si on dit merde par rapport aux comédiens, avant qu'ils jouent, c'est tout simplement par rapport au fait que, à l'époque, cheval, c'est pour leur souhaiter d'avoir du monde.
quand les chevaux qui traînaient donc les carrioles se mettaient devant les théâtres, eh ben, ils attendaient et les chevaux avaient tendance à faire leurs besoins, on va dire, devant. Et plus il y avait de carrioles, plus il y avait de chevaux qui faisaient leurs besoins devant, et plus l'avant du théâtre était recouvert de merde, plus ça voulait dire qu'il y avait du monde, et ça veut dire donc plus que la pièce marchait bien. Voilà un petit peu le machin. Jusqu'à l'époque, En résumé... il n'y a que les bourgeois qui allaient au théâtre de toute façon. Donc on venait tous en carriole. Alors donc quand on dit merde, ça veut pas dire... Maintenant c'est un peu transformé. Ça veut dire sois bon, bonne chance, bonne inspiration, etc. Mais au départ ça veut dire aie beaucoup de monde. On te souhaite beaucoup de monde. Alors maintenant, même quand il y a une salle pleine, on dit merde quand même. Alors c'est un peu bête. On ne va pas souhaiter beaucoup de gasoil. Hein. C'est clair. On souhaite beaucoup de pollution, voilà. Beaucoup de tramways. Beaucoup de tramways, voilà. Voilà, toujours dans l'optique de moins polluer. Pour non, mais il m'épate quand même. Bon. Il en connaît un rayon. Hein. C'est incroyable. Ah ben, mais pour moi, c'est un plaisir de pouvoir rencontrer un véritable comédien professionnel qui a conçu des tas de choses et qui, là, pour le coup, ouvre quelque chose d'exceptionnel parce que c'est quand même, je crois que ça n'a jamais été fait, justement, de vulgariser la vie d'un personnage historique comme ça, de le rendre accessible à n'importe quel public, et pas seulement au public, on va dire, oui, on veut que ça soit très tac, 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 tac. Ah non, ah non. Donc ça, voilà, et c'est un très beau projet qui a été reconnu donc par vos pairs, Festival d'Avignon, tout ça et tout, et vraiment... et par ma mère aussi. Ah, ben alors, si en plus maman est partante, hein, là, c'est parfait. Tout ça pour vous dire qu'on a beaucoup de respect pour votre travail et que on sera là pour Akhenaton. Oh, voilà. On est là pour serai Gustave, là pour Akhenaton. on est là pour Akhenaton. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et ma foi, à très bientôt. À bientôt.